Bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée aujourd'hui à répondre aux défis de l'antibiorésistance et plus particulièrement au niveau des modèles économiques. Donc on sait que d'un point de vue santé publique, il s'agit d'un problème majeur qui est parfois sous-estimé. On parle de pandémie silencieuse. Et au-delà de l'impact sur les patients, on sait qu'il y a aussi un impact très important au niveau des systèmes de santé. Si on regarde au niveau de l'échelle de l'OCDE, ça correspond à 27 milliards d'euros par an. Et donc aujourd'hui, en fait, afin de répondre à cette question, on a souhaité aussi donner une vue exhaustive de ce problème en parlant des aspects médicaux, de santé humaine, santé animale, santé environnementale, mais aussi de discuter des enjeux industriels en sélectionnant les industries qui sont dédiées aux aspects thérapeutiques et les industries dédiées aux aspects diagnostiques, et à la fin de parler des modèles économiques. Donc en termes de déroulement, je vais d'abord présenter le panel d'experts qui va intervenir aujourd'hui. Sinon, au-delà des questions et réponses que nous allons échanger, dans un deuxième temps, vous pourrez poser des questions. À cette fin, il y aura un numéro de téléphone qui apparaît sur l'écran auquel vous pouvez envoyer des SMS et on tâchera de répondre à ces questions. Sans plus tarder, je passe la parole maintenant à notre panel d'experts, en commençant par Céline Pulsini. Bonjour, ravie d'être là. Je suis professeure de médecine, infectiologue à Nancy. Je co-dirige une équipe de recherche sur cet axe antibiorésistance dans le cadre d'une équipe de santé publique INSERM. Et j'ai également un axe politique publique puisque je suis conseiller stratégique dans un centre régional en antibiothérapie dans le Grand Est. Jean-Yves Madec. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Yves Madec, je suis vétérinaire, je suis chercheur microbiologiste, je travaille à Lyon, je dirige également une équipe de recherche qui travaille sur les mécanismes de résistance aux antibiotiques et j'ai également les fonctions de directeur scientifique sur le thème de l'antibiorésistance à l'ANSES, donc mon organisme de rattachement c'est l'ANSES et je coordonne ce sujet à un niveau national et donc en interaction également avec les politiques publiques et les différents acteurs nationaux, européens et internationaux. Principalement en santé animale, bien sûr, mais dans une optique intersectorielle. Bonjour, Florence Séjourné, je suis ingénieure de formation et je dirige une société de biotechnologie qui développe des médicaments, notamment des antibiotiques et aussi des stratégies alternatives et aussi des médicaments contre les conséquences des infections quand elles évoluent en choc septique, associées à des stratégies diagnostiques pour identifier les bons patients pour traiter au mieux ces pathologies, qui est basée à Lyon, qui s'appelle Orobac Therapeutics, qui est une société qui a été fondée par 3 grands groupes, dont Biomérieux, société de François et Isabelle, Boehringer Ingelheim, grande société allemande, et Evotech, société impliquée aussi dans le développement pharmaceutique. Et donc on fait partie de cet univers de petites sociétés qui cherchent à avancer sur des projets innovants. Donc j'ai un angle de regard sur l'antibiorésistance autour de l'innovation pour traiter les conséquences des infections résistantes. Et dans ce contexte-là, j'ai cofondé en 2015, il y a bientôt 10 ans, une association européenne qui représente toutes les entreprises de biotechnologie innovantes sur ce sujet. Bonjour, je suis Isabelle Tongiot, je suis en charge des affaires publiques et gouvernementales de Biomérieux. Biomérieux, c'est une société qui est basée à Lyon, dont le siège social est basé à Lyon, qui est le leader mondial du diagnostic microbiologique clinique. Et je suis en charge des affaires publiques et gouvernementales, donc je travaille beaucoup pour que le diagnostic soit connu et reconnu et bien positionné dans les parcours de santé, en particulier dans la lutte contre l'antibiorésistance. Bonjour, Pierre Dubois, je suis professeur d'économie à Toulouse, à l'école d'économie de Toulouse. Et je dirige le centre d'économie de la santé de l'école d'économie de Toulouse et je travaille depuis pas mal d'années sur les problèmes économiques de l'antibiorésistance, le problème de financement de l'innovation dans le domaine de l'antibiorésistance. Et donc François Lacoste, moi je suis responsable de santé publique et innovation au sein de l'Institut Mérieux et je vais jouer le rôle de modérateur. Donc sans plus tarder, je vais avoir une question pour vous, Céline Pulsini. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'antibiorésistance et quel est l'impact en santé humaine ? Alors l'antibiorésistance, quand vous avez une infection qui est à une bactérie résistante aux antibiotiques, ça veut dire que les antibiotiques concernés ne marchent plus, ne tuent plus cette bactérie.
Donc il faut quand même réaliser que les antibiotiques avec les antalgiques sont probablement la seule classe de médicaments dont on a tous besoin à un moment ou à un autre au cours de notre vie. Donc c'est des choses extrêmement précieuses pour la santé humaine. Et quand on regarde aussi au niveau historique, ce sont des médicaments qui ont permis d'augmenter l'espérance de vie de près de 20 ans. Avant, quand il n'y avait pas d'antibiotiques, on ne pouvait pas faire de chirurgie très complexe sans avoir un gros risque infectieux. On ne mettait pas les gens en réanimation. On ne pouvait pas donner des traitements immunosuppresseurs comme on le fait maintenant. Donc, en quelque part, les antibiotiques, c'est quelque chose de structurel qui permet de pratiquer la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui. Donc, ne plus en avoir d'efficace, si on arrivait à un seuil où beaucoup d'antibiotiques deviennent peu efficaces, ça remettra en cause la pratique de la médecine aujourd'hui. Quand on est patient et qu'on a une infection, une bactérie qui est résistante aux antibiotiques, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'on a une augmentation du risque de complications parce qu'il va y avoir une prise en charge adaptée qui va être retardée du fait de la difficulté à trouver un traitement efficace. Ça veut dire qu'on a un risque de mourir qui est largement supérieur à celui d'une infection à une bactérie sensible. Ça veut dire qu'on a souvent besoin d'avoir recours à des antibiotiques qui sont par voie veineuse, par piqûre, à la place d'un traitement par la bouche qu'on peut mettre dans les infections qui sont sensibles aux antibiotiques. Souvent, on a besoin d'une prise en charge hospitalière qui est plus prolongée qu'avec une bactérie sensible. Donc tout ça, c'est une moindre qualité de vie pour les patients et évidemment un surcoût pour la société. Donc c'est ça que ça veut dire avoir une infection, une bactérie résistante aux antibiotiques. Et dans le cas où cette bactérie serait résistante à tous les antibiotiques disponibles, à ce moment-là, on rejoindrait l'évolution d'une infection qu'on ne peut pas traiter. Et si je donne un exemple, la pneumonie à pneumocoque, c'est la pneumonie bactérienne la plus fréquente. À l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, c'était plus de 90% de mortalité. Alors qu'actuellement, on est à des taux 10% à peu près, liés souvent aux comorbidités, aux pathologies chroniques du patient, plutôt qu'autre chose, parce qu'on a des antibiotiques efficaces pour prendre en charge ces infections. Merci Céline. Même question pour vous Jean-Yves. Quel impact sur la santé animale et au niveau plantes et environnement ? Bien, alors les antibiotiques effectivement ne sont pas utilisés qu'en médecine humaine, ils sont également utilisés en médecine vétérinaire. D'ailleurs, sur un plan mondial, c'est chez les animaux qu'on utilise plus les antibiotiques que chez l'homme. D'accord ? C'est vrai au plan mondial, c'est pas vrai partout, de la même façon dans le monde, et notamment en France. Si je prends ce qui se passe en France, aujourd'hui, on utilise moins d'antibiotiques chez l'animal que chez l'homme, en termes de tonnage d'antibiotiques, par exemple. Les antibiotiques sont souvent associés à une définition assez floue de leur usage. Notamment, on entend beaucoup des antibiotiques qui sont utilisés comme promoteurs de croissance, pour faire grossir les animaux. Ce n'est pas un tabou, c'est une réalité, sauf que c'est une réalité en dehors de l'Europe et pas en Europe. En Europe, les antibiotiques sont interdits d'usage de ce type-là depuis près de 20 ans maintenant. Donc les antibiotiques en médecine vétérinaire en Europe et en France sont utilisés pour soigner les animaux des infections bactériennes qui peuvent leur arriver, comme ça peut arriver chez l'homme. Voilà. Donc l'antibiorésistance, c'est un petit peu la même chose que chez l'homme. J'allais dire, on va souvent être en parallèle avec ce que vous a dit Céline Pulcini, c'est-à-dire que les antibiotiques servent à soigner des infections. Lorsque les bactéries sont résistantes, les animaux peuvent ne plus être soignés par l'antibiotique en question, et donc on a un échec thérapeutique possible. Voilà. Donc on est sur des enjeux de bien-être animal, de santé animale, et aussi de sécurité alimentaire, parce que, comme vous n'ignorez pas, en médecine vétérinaire, nos patients sont mangés, contrairement à la médecine humaine, et donc on a un segment qui n'existe pas en médecine humaine, et vous n'ignorez pas non plus qu'un animal qui rentre à l'abattoir est un animal sain. Et donc un animal sain, ça veut dire qu'un animal qui peut avoir eu une maladie et avoir été soigné, si elle est bactérienne, il faut qu'il y ait un antibiotique pour qu'il redevienne sain. Donc il y a tous ces enjeux-là. Chez les plantes, juste un mot, les antibiotiques sont interdits d'usage en Europe en santé végétale, mais ce n'est pas le cas partout. Vous avez des pays où on pulvérise des antibiotiques par hélicoptère sur des cultures végétales. Donc on a des vraies différences entre territoires, entre pays et continents. Et dans l'environnement, là je pense que la question ne s'adresse pas forcément uniquement qu'à moi-même, mais aussi à Céline Pulcini, c'est-à-dire qu'en fait, on relargue, que ce soit l'homme et l'animal, des résidus d'antibiotiques dans l'environnement et des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement. Donc là, pour le coup, on a une pollution de l'environnement par nos activités anthropiques, au sens large, qu'elles soient humaines ou vétérinaires. Merci Jean-Yves. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres relatifs à l'antibiorésistance, d'abord en santé humaine ?
Alors, quelques chiffres. En France, c'est environ 4500 décès par an dus à des infections à bactéries multirésistantes, résistantes à de multiples antibiotiques. Donc, c'est plus que les accidents de la route, si on veut faire une comparaison pour avoir un ordre de grandeur. Et dans le monde, c'est près de 1,3 million de décès par an. Donc, ce qui est quand même considérable. Il y a des projections qui montrent qu'en 2050, on serait près des 2 millions de décès par an. Et donc, les données actuelles de décès dans le monde montrent que les décès dus à l'antibiorésistance sont supérieurs aux décès dus au VIH ou au paludisme. Donc là aussi, pour avoir un ordre de grandeur, ça veut dire que c'est vraiment un des sujets prioritaires en termes de santé publique, à la fois au niveau international et au niveau français. Merci. Et en santé animale, quelques chiffres? Alors en santé animale, c'est plus difficile d'évaluer la mortalité parce qu'on a une médecine qui est collective et on a des indicateurs qui sont beaucoup plus difficiles à capter. Par contre, quelques chiffres que je pourrais vous donner reflètent l'exposition des animaux aux antibiotiques qui a beaucoup baissé en France. Vous savez qu'il y a des politiques publiques qui ont été mises en place. On a baissé de entre 50 et 60% l'exposition des animaux en 10 ans, plus de 10 ans, à l'ensemble des antibiotiques. Et on a baissé leur exposition de plus de 90% aux antibiotiques qui sont d'importance pour la santé humaine. Donc ça, c'est des chiffres de réduction d'usage qui, à mon avis, sont à retenir, en tout cas pour la France. Et comment est apparue l'antibiorésistance? Eh bien, en fait, les bactéries savent se défendre contre les antibiotiques depuis des milliards d'années, depuis qu'elles existent, parce que les antibiotiques, à la base, c'est des molécules naturelles qui sont produites par d'autres bactéries ou des champignons, parce qu'il y a une lutte pour avoir sa niche dans l'écosystème. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les bactéries, elles savent se défendre contre les antibiotiques depuis qu'elles existent, avec une adaptabilité qui est majeure. Un colibacille, par exemple, ça se reproduit en 20 minutes. Donc ça veut dire qu'elles peuvent s'adapter, elles ont le temps de s'adapter. Et donc en fait, quand on a commencé à utiliser les antibiotiques en médecine humaine, c'était dans les années 1940, Fleming ayant découvert, entre guillemets, la pénicilline en 1928, quasiment un siècle. Et ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste accéléré les choses, puisqu'on a mis une pression sur ces bactéries pour qu'elles s'adaptent de plus en plus vite. Et donc il y a eu de plus en plus de résistances qui ont émergé, diverses et variées en fonction des antibiotiques qu'on utilisait. Et il y a une variété de bactéries, évidemment, illimitée, quasiment dans le monde. Et donc les résistances ont augmenté et se sont propagées, puisque bien sûr les bactéries peuvent se transmettre et les gènes de résistance également. Et les choses ont commencé à atteindre un niveau préoccupant pour soigner les patients à peu près dans les années 90, même si on sait que dès qu'on a commencé à utiliser la pénicilline et les autres antibiotiques, les résistances sont apparues quasiment de suite, puisque les bactéries se sont adaptées. Mais ça a commencé à être vraiment un niveau préoccupant dans les années 90, et c'est là que la plupart des pays ont commencé à agir. Et l'OMS a tiré la sonnette d'alarme en 2015, avec un plan d'action mondial. Et pourquoi la démarche Une seule santé, dite One Health, est-elle si importante, Jean-Yves? Alors, la démarche Une seule santé est extrêmement importante dans ce sujet comme dans beaucoup d'autres. Je pense que lorsqu'on a un problème de santé qui se pose, quel que soit le secteur dans lequel il se pose, il faut scanner tous les secteurs pour savoir s'il n'y a pas d'autres secteurs qui sont impliqués et pas uniquement le secteur que l'on pense être impliqué. Dans le cadre de l'antibiorésistance, comme ça a été dit juste avant, les bactéries, le mécanisme de sélection de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries animales suit exactement le même schéma que chez l'homme, c'est-à-dire que les bactéries résistent de la même façon, sont exposées à des antibiotiques, elles deviennent résistantes, et on n'a pas forcément tout le temps les mêmes bactéries chez l'homme et chez l'animal, notamment tout à l'heure Céline Pulcini parlait du pneumocoque, qui est un streptocoque. Le pneumocoque n'est pas présent chez les animaux, mais par contre on a autant de streptocoques quasiment que d'espèces animales. On a un streptocoque suisse chez le porc, un streptocoque canis chez le chien, un streptocoque uberis chez la vache. Voilà. Mais par contre, on a des bactéries qui sont communes entre les différents secteurs, et Escherichia coli, qui est une bactérie qui a été citée aussi, et par essence la bactérie qui est la plus partagée probablement entre les différents secteurs. Donc l'approche One Health ne peut pas être absente de ce sujet-là, puisque à partir du moment où on partage des bactéries, où on partage des éléments génétiques, où les bactéries n'ont pas de frontières entre les différents secteurs, où elles peuvent se transmettre, et ça c'est un deuxième point extrêmement important, une deuxième caractéristique extrêmement importante de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance se transmet. On peut très bien avoir une bactérie antibiorésistance chez un individu, chez un animal, dans un environnement, sans avoir été exposé soi-même aux antibiotiques, parce que l'antibiorésistance se transmet. Donc l'approche One Health est extrêmement importante parce que les secteurs ne sont pas isolés les uns des autres,
Et donc, quand l'antibiorésistance survient dans un secteur, il faut regarder dans quelle mesure les autres secteurs environnants sont également impactants, touchés et doivent être considérés. Merci. Et est-ce que tout le monde peut être infecté par une bactérie résistante ? Jean-Yves Madec vient de le dire, mais je vais le répéter parce que c'est vraiment important, parce que souvent on ne s'en rend pas compte. Souvent les gens pensent qu'ils ne sont à risque d'avoir une bactérie résistante que s'ils prennent des antibiotiques eux-mêmes. Et en fait, non. Comme Jean-Yves Madec l'a dit, les bactéries et les gènes de résistance, ça se transmet. Donc on peut très bien, entre guillemets, attraper une bactérie résistante à partir de son entourage humain, son entourage animal ou l'environnement. Et même si on n'a pas pris d'antibiotiques, on peut faire une infection à bactéries résistantes. Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'en fait, on est tous concernés et on doit tous agir pour limiter le risque d'antibiorésistance. Et quel est l'ordre de grandeur d'un traitement antibiotique en médecine de ville où 90% des antibiotiques sont prescrits d'un côté et en médecine à l'hôpital ? Alors, en volume, il y a à peu près un peu plus de 80% des antibiotiques qui sont prescrits par des prescripteurs qui exercent en ville et 20% par des hospitaliers, en sachant qu'à l'hôpital, il y en a quand même uniquement un tiers de ces antibiotiques qui sont prescrits des patients hospitalisés. Le reste, c'est des patients qui ne sont pas hospitalisés, qui sont vus en consultation ou aux urgences, par exemple. Et après, en termes de prix, en ordre de grandeur de prix, le coût d'un traitement journalier par antibiotique en ville, la plupart des antibiotiques étant génériqués à ce moment-là, c'est de l'ordre d'une dizaine d'euros, même si ça dépend bien sûr de l'indication et du type d'antibiotique, alors qu'à l'hôpital, ça peut être pas cher du tout, ça peut être aussi une dizaine d'euros, voire moins, et ça peut aller jusqu'à quelques centaines d'euros si on a des antibiotiques un peu récents. C'est un ordre de grandeur, hein, bien évidemment, ça peut varier. Donc c'est beaucoup moins cher qu'un anticancéreux, par exemple. Merci. Et alors maintenant, pourquoi une mobilisation internationale est-elle importante, Jean-Yves ? Alors, une mobilisation internationale est importante parce que le sujet touche tous les pays et tous les continents et de façon majeure certains continents par rapport aux nôtres. Notamment, on a, on va dire, un gradient un petit peu nord-sud de l'impact de l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'il y a des plus on est dans une situation défavorisée d'un point de vue populationnel, structurel, économique. J'inclus les impacts climatiques, les impacts de délocalisation de population, les conflits, la corruption. Il y a tout un tas de facteurs qui ont un impact sur nos sociétés, qui jouent sur l'antibiorésistance. Donc, par exemple, on a des continents qui sont beaucoup plus impactés par l'antibiorésistance que d'autres, notamment, par exemple, sans vouloir stigmatiser de continents particuliers, mais l'Asie du Sud-Est, l'Inde, ou l'Amérique du Sud, ou l'Afrique sont des continents où il y a beaucoup plus d'antibiorésistance qu'en Europe, beaucoup plus d'usages mal contrôlés qu'en Europe, mais en Europe, on a aussi des disparités intra-européennes avec des pays qui sont beaucoup plus consommateurs d'antibiotiques que d'autres. C'est vrai, en médecine vétérinaire, et je peux le dire sous le contrôle de Céline Pulcini aussi, n'étant pas médecin, qu'il y a un gradient de comportement d'usage des antibiotiques entre la plupart du temps les pays du Nord qui sont considérés comme plus vertueux en matière d'usage antibiotique et les pays du Sud qui le sont moins, même s'il ne faut pas non plus caricaturer, il faut rentrer plus dans les détails pour être précis, mais la mobilisation internationale, elle est importante pour prendre conscience de ces enjeux-là, pour essayer de trouver des solutions qui soient adaptées à chaque pays et continent, et c'est très difficile, on ne peut pas copier-coller un système qui marche en France. Par exemple, je vais vous parler du succès des plans éco-antibio, la politique publique du ministère de l'Agriculture en France. Il est évident que ce genre de plan transposé de façon copier-coller, j'allais dire, dans des pays qui ont beaucoup plus de difficultés, ne marcherait pas. Parce qu'on a des solutions qui doivent nécessiter, qui sont sur le plan structurel beaucoup plus importantes à prendre. Il faudrait revoir, par exemple, le système agricole dans son ensemble. On a en Europe et en France un système agricole qui a un certain nombre de cases déjà qui sont cochées en termes d'hygiène, en termes d'organisation, etc. Et donc rajouter une politique éco-antibio peut être tout à fait efficace, et ça l'a été. Si vous faites ça dans un pays où on n'a pas ces structures stables en place, ça ne marchera pas. Donc la mobilisation internationale, elle est importante pour prendre ces enjeux-là en compte et pour s'aider au plan mondial, et il y a des organisations internationales pour le faire, pour essayer de résoudre les questions partout, parce que, encore une fois, on l'a dit, l'antibiorésistance se transmet.
La mondialisation des échanges des populations est majeure et donc on transmet très facilement de l'antibiorésistance depuis des pays où elle est extrêmement mal contrôlée vers des pays qui essayent et qui réussissent à la contrôler, comme en Europe par exemple. Maintenant qu'on connaît ce que c'est l'antibiorésistance, son impact, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'antibiorésistance, d'abord en santé humaine? Alors, 2 volets, je pense que ce sera probablement les mêmes choses en santé animale, mais je laisserai Jean-Yves Madec compléter. Le premier volet, c'est tout d'abord ne pas être malade, ne pas avoir d'infection. Et pour ça, il y a 3 pistes. Être en bonne santé. Quand on est en bonne santé, on a moins d'infections, donc ça c'est important. Faire de l'exercice, bien dormir, enfin tous les trucs de bonne santé. Deuxièmement, tout ce qui est la transmission, donc c'est-à-dire les mesures d'hygiène de base, se laver les mains, tousser dans son coude, enfin toutes les choses qu'on a appris pendant la pandémie, ça c'est vraiment important. Donc il y a des mesures universelles d'hygiène qui ont été définies par le Haut Conseil de la santé publique en 2022 qui résument tout ça. Et 3e pilier de la prévention des infections, c'est la vaccination, être à jour de ces vaccinations. Ça, c'est le pilier, éviter de tomber malade, éviter les infections et limiter la transmission. Le 2e pilier, c'est le bon usage des antibiotiques. Parce que, évidemment, chaque fois qu'on prend un comprimé d'antibiotiques, qu'est-ce qui se passe? On sélectionne des bactéries résistantes de manière automatique, même un seul comprimé, dans ces flores intestinales et ces flores de manière large, tous nos microbiotes qu'on a sur la peau, qu'on a au niveau de la gorge, qu'on a au niveau du tube digestif notamment. Donc un seul comprimé d'antibiotiques sélectionne toujours de la résistance parce que vous avez une variété de bactéries qui est immense dans votre corps. Et vous avez autant de bactéries, sinon plus, que de cellules humaines dans votre corps. Donc ça veut dire que chaque comprimé compte et qu'il faut ne prendre des antibiotiques que quand il faut, quand c'est vraiment utile à votre santé. Et quand vous en prenez, il faut suivre les indications de votre professionnel de santé et notamment respecter la prescription, la durée, tout ce qui vous a été prescrit, en sachant que pour lui, ce qui est important pour limiter la résistance, c'est de ne vous mettre des antibiotiques que quand vous en avez besoin, bien évidemment, et quand il y a besoin d'un antibiotique, de mettre le bon antibiotique. Les antibiotiques sont à plus ou moins haut risque de sélectionner de la résistance, donc tout ça c'est inclus dans les recommandations de bonne pratique, et de vous mettre la durée de traitement la plus courte possible, parce qu'on sait que plus c'est long en termes de durée, plus il y a un risque d'antibiorésistance. Donc voilà ce qu'il faut faire pour lutter contre l'antibiorésistance en santé humaine. Merci. Et en santé animale? Eh bien, en santé animale, il faut faire pareil. Alors, je vais reprendre d'autres exemples, et puis pour voir si vous ne dormez pas, je vais le faire dans l'autre sens. Il faut limiter l'usage des antibiotiques. Donc, c'était le 2e volet que Céline Pulsigne a soulevé. Et ensuite, je dirais qu'il faut éviter d'être malade. C'était le premier, mais c'est exactement la même chose. En termes d'usage d'antibiotiques, alors une chose qui peut changer par rapport à la médecine humaine, c'est-à-dire qu'ici, dans cette salle, je pense que peu de gens sont éleveurs. On a une prescription mais je me trompe peut-être, mais mis à part nos animaux de compagnie, mais il y a une grosse proportion de l'usage qui est faite de façon professionnelle par des professionnels de l'élevage, et donc la population générale n'étant pas entièrement éleveuse, on est des fois un peu moins concerné par des mesures concrètes tous les jours si on n'est pas éleveur de porc, éleveur de volaille ou éleveur de bovins. Mais vous comprenez bien que lorsqu'on est dans ces professions-là, on a exactement les mêmes recommandations et les mêmes obligations, et c'est pour ça que le plan éco-antibio s'est adressé aux professionnels de santé de l'élevage, que sont les vétérinaires, et qu'il y a eu une réduction drastique de l'usage des antibiotiques. Bon, ça c'est le volet usage. Quand même, chacun d'entre nous, il y a un foyer sur 2 qui possède un animal de compagnie, donc c'est quand même pas neutre de faire attention à l'usage des antibiotiques dans son foyer. Les recommandations sont les mêmes. Évidemment qu'il ne faut pas faire de l'autoprescription, évidemment qu'il faut suivre l'ordonnance du vétérinaire, évidemment que le vétérinaire va avoir tendance à réduire la durée de prescription des antibiotiques comme en médecine humaine, parce qu'au-delà d'une certaine durée qu'on considérait avant nécessairement un peu longue, maintenant on la considère plus courte pour être vertueuse, parce que sinon, au bout d'un certain temps, la résistance se sélectionne chez des bactéries qu'on ne veut pas sélectionner comme résistantes. Il y a un impact sur la flore non pathogène de l'animal. Voilà, donc la question du foyer est quand même important. Le lien entre animal domestique et propriétaire est une vraie question. Pour ce qui est de la prévention, on est exactement dans le même objectif. Ne pas tomber malade, c'est la meilleure façon de ne pas utiliser un antibiotique. Donc comment ça se traduit? Là aussi, ça concerne davantage les professionnels de l'élevage. Ça veut dire éviter que les microbes rentrent dans les élevages, éviter d'avoir à soigner les bêtes. Donc ça s'appelle de la biosécurité. Ça veut dire avoir de la marche en avant. Ça veut dire avoir des procédures d'admission des animaux, de prévention des maladies, d'observation plutôt des signes cliniques précoces que peuvent avoir des animaux, d'isoler des animaux
qui commencent à être malades, pour ne pas avoir à traiter tout le troupeau, voilà. Et donc avoir aussi des moyens de diagnostic des maladies, de prévention de la transmission, de quarantaine un petit peu, voilà, d'éviter que les animaux se transmettent. La même chose que ce qu'on voit en population humaine. Donc les deux piliers, c'est le même. L'usage et l'hygiène, transmission, éviter de tomber malade. Merci. Quelques mots maintenant concernant l'innovation en santé humaine et puis même question pour la santé animale. Alors l'innovation, c'est évidemment essentiel. Au-delà des deux piliers, donc prévention des infections, bon usage des antibiotiques, je dirais que c'est le troisième pilier, avec un quatrième qui est la recherche dans toutes les composantes. Donc l'innovation, ça veut dire avoir des nouveaux diagnostics, des nouveaux moyens de prévention, des nouveaux traitements. Donc ça, c'est important pour avoir une longueur d'avance sur les bactéries quelque part, en sachant qu'elles trouvent toujours la parade. En tout cas, elles l'ont toujours trouvé jusqu'à présent, et je ne vois pas pourquoi ça changerait, parce qu'elles sont beaucoup plus anciennes que nous. Donc même quand on met un nouvel antibiotique sur le marché, elles trouvent la parade en quelques années en général. Et après, la résistance se transmet. Donc ça nous permet juste de garder une longueur d'avance. Ce qui veut dire en pratique que l'innovation n'est pas la panacée et n'est pas la solution à tous nos problèmes, qu'il faut avant tout et surtout, même si l'innovation est nécessaire, changer nos comportements en termes de prévention des infections et de bon usage des antibiotiques si on veut réussir à trouver un équilibre pour que l'antibiorésistance ne soit pas trop importante pour gâcher la pratique de la médecine moderne. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. L'humain a souvent comme idée que l'innovation va tout résoudre. Et je pense que c'est une fausse conception et qu'il faut aussi changer de comportement avant de penser que l'innovation peut nous apporter quelque chose. À côté de l'innovation, qui est compliqué, mais ça va être développé par tous les collègues de l'éminent panel. Il y a des problèmes de modèles économiques, etc. Donc ça, je les laisserai développer. Il y a aussi quelque chose qui est très important, et je crois que Florence Séjourné en parle un petit peu, c'est de préserver l'arsenal thérapeutique existant. On a plein d'antibiotiques qui sont très très vieux, génériqués actuellement, qui sont les antibiotiques qu'on utilise en première intention, amoxicilline, enfin tous les trucs que vous connaissez bien. Et ceux-là, il ne faut pas les perdre. Et on a tendance à les perdre, soit parce que la commercialisation est arrêtée dans certains pays, soit parce qu'ils ne sont pas commercialisés dans tous les pays, parce que le marché est par exemple pas très rentable. Et on a également tendance à avoir de plus en plus de ruptures de stock, de tensions d'approvisionnement, notamment en hiver quand la demande en antibiotiques augmente, parce qu'il y en a beaucoup qui sont prescrits par excès dans des infections virales. Et ça, il faut vraiment préserver cet arsenal, puisqu'on a besoin d'un arsenal diversifié, parce qu'on ne peut pas prédire le type de mécanisme de résistance qui va apparaître dans les années ou les décennies à venir. Et Jean-Yves, en santé animale ? Alors, en santé animale, la question est à la fois similaire, puisqu'on est confronté au même problème d'antibiorésistance, et à la fois très différente, parce que le modèle économique est très différent. Moi, je retiens principalement la nécessité de garder l'arsenal thérapeutique existant, de le préserver, parce qu'on voit très bien que déjà les innovations en matière de nouvelles molécules actives sont compliquées à faire émerger jusqu'au traitement, et on ne voit pas bien aujourd'hui encore, je ne sais pas sous le contrôle de mes collègues, mais d'innovation comme on a en tout cas vécu pendant les 50 dernières années, où on avait des nouveaux antibiotiques chaque fois qu'une bactérie était résistante au précédent. C'est fini cette époque-là. Et en médecine vétérinaire, c'est clair que les innovations en matière de nouvelles molécules ne vont pas bénéficier à la médecine vétérinaire en premier lieu, et probablement pas du tout. Donc les vétérinaires ne s'attendent pas à avoir des nouveaux antibiotiques pour régler le problème de l'antibiorésistance. Donc ça veut dire que la façon dont les vétérinaires, le monde animal en général, envisagent l'avenir, c'est plutôt d'éviter d'être malade et d'avoir des méthodes qui soit sont des méthodes qui permettent ça, soit des méthodes qui évitent, qui permettent de diagnostiquer la maladie au plus tôt. Donc on est plutôt sur des stratégies de diagnostic et des stratégies préventives plutôt que sur des alternatives thérapeutiques. Après, ça pose la question de savoir comment on sera et où on sera dans 30 ans, parce que aujourd'hui, la politique d'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire est une politique restrictive, c'est-à-dire que chaque fois, on enlève petit à petit des antibiotiques de l'arsenal vétérinaire aux motifs qui sont importants chez l'homme. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous avez ou encore suivi cet épisode de restriction ou de pénurie d'amoxicilline en pédiatrie, où une des réponses pouvait être si on la supprimait chez les vétérinaires, ça ferait déjà tout ça d'économiser qui pourrait être utilisé pour les enfants. Et je pense que ça, c'est sans fin. Et si on parlait de One Health et on parlait de vision globale, intersectorielle, moi, je milite pour qu'on puisse se poser tous collectivement pour dire l'amoxicilline, dans 30 ans, on en aura besoin où ?
de quel autre antibiotique on aura besoin, et mettons-nous ensemble pour préserver cet arsenal pour les différents besoins, parce qu'on aura aussi besoin d'assurer et de sécuriser le bien-être animal et la sécurité alimentaire. Et donc on ne peut pas fonctionner en mettant dos à dos les médecines par rapport à l'innovation, par rapport aux façons de traiter l'antibiorésistance. Donc ça, c'est une vraie question de société, de politique de santé, je pense. Mais en tout cas, les nouveaux antibiotiques, il n'y en aura pas pour les médecines vétérinaires, et on est plutôt sur des alternatives non médicamenteuses. Voilà. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, je dirais, de façon concrète sur le plan national et international pour lutter contre l'antibiorésistance ? Alors, je vais commencer par l'international. Donc, grosse mobilisation en 2015 quand l'OMS, suivi des autres organisations des Nations Unies dans une perspective Une seule santé, a lancé le plan d'action global, c'est-à-dire qu'elle a demandé à tous les États membres, de manière incitative, d'avoir des plans d'action nationaux. Donc ça a été vraiment le tournant au niveau international. Et depuis, il y a quand même une priorité politique internationale importante pour l'antibiorésistance, à tel point que cette année encore, et la dernière fois c'était en 2016, il y a eu une réunion de haut niveau aux Nations Unies, alors que les sujets santé sont quand même relativement peu abordés à ces réunions, dédiées à l'antibiorésistance. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une priorité internationale, même si ça pourrait être encore mieux, mais elle existe. Au niveau national, Jean-Yves Madec en parlera sur le volet santé animale et environnement, je pense, mais en santé humaine, il y a une stratégie nationale 2022-2025 qui s'appelle Prévention des infections et de l'antibiorésistance, en sachant que ça fait plus de 20 ans que les pouvoirs publics ont des plans d'action nationaux aux noms divers et variés sur la thématique. Donc c'est quand même un sujet qui est prioritaire en France également. Et il y a également une feuille de route interministérielle dont je pense Jean-Yves Madec parlera. Alors est-ce que ça a marché ? Au niveau international, c'est compliqué, parce que comme ça a été souligné par Jean-Yves Madec, c'est très structurel le problème de l'antibiorésistance, ça dépend beaucoup de l'infrastructure de santé que vous avez dans le pays. Donc on va dire qu'il y a une prise de conscience, que les pays avancent dans le bon sens, mais les moyens sont largement en dessous des enjeux, ça c'est certain, et l'OMS ou les organisations des Nations Unies ne peuvent pas contraindre les pays à mettre en place des choses. Donc ça complique un petit peu les choses. Et c'est pareil au niveau de la Commission européenne, elle ne peut pas contraindre en santé humaine les pays à mettre en place quoi que ce soit concernant l'antibiorésistance, sauf de rares niches en termes de législation pharmaceutique, par exemple. Côté national, ça fait donc plus de 20 ans que les pouvoirs publics s'intéressent au sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ? La consommation antibiotique a quand même baissé doucement, environ 2% par an depuis 2013 à peu près. Les chiffres ont été publiés par Santé publique France hier. Donc ça veut dire que on peut y arriver, ça marche, mais on est encore loin du compte. Quand on regarde la consommation antibiotique en France, on consomme 3 fois plus que les pays du nord de l'Europe les plus vertueux, et ils ne sont pas plus malades ailleurs. Donc ça veut dire qu'on a une grosse marge d'amélioration. On a réussi aussi à faire baisser certains mécanismes de résistance, mais d'autres sont plutôt en expansion. Alors ça devient très compliqué, donc je ne m'étendrai pas. Mais on a quand même l'impression que si on appuyait sur l'accélérateur, que les moyens étaient réellement à la hauteur de l'enjeu et qu'il y avait une mobilisation large, notamment de tout le monde dans la salle, c'est-à-dire de n'importe quel citoyen, on pourrait y arriver. Et même question pour la santé animale ? Alors pour la santé animale, effectivement au niveau international, on est dans les mêmes difficultés, sachant que les acteurs au niveau internationaux au niveau de la santé animale ne sont pas l'OMS, bien sûr, qui est centré sur la santé humaine, mais l'Organisation mondiale de la santé animale, anciennement l'OIE, qui maintenant s'appelle OMSA, et la FAO. Et ces deux organisations plus l'OMS travaillent en tripartite maintenant, également avec un quatrième acteur qui s'occupe d'environnement. Donc il y a une coordination de ces enjeux-là au niveau international, avec les mêmes difficultés que celles qui ont été exprimées par Céline Pulsini. De contraintes, hein, évidemment, ça peut pas se faire sous la contrainte, et donc il y a une incitation forte, et les pays essayent de s'entraider, et les choses sont rendues également publiques. On a des événements, par exemple, on va bientôt avoir la semaine mondiale de lutte contre l'antibiorésistance, où l'ensemble du monde est censé se mobiliser, en tout cas pour rendre visible cette cause. Bon, ça c'est au plan international. Au plan européen, je pourrais dire que probablement que la santé animale est beaucoup plus structurée et réglementée que la santé humaine, et ça, il y a une conséquence sur l'antibiorésistance. C'est-à-dire que l'interdiction de l'usage des antibiotiques comme facteur de croissance en Europe, ça s'est fait pour l'ensemble de l'Europe avec une réglementation européenne. Et cette réglementation, dans le cadre du Green Deal, s'incrémente petit à petit, et on a des mesures très concrètes. Par exemple, il y a 2 ans, on a eu des mesures miroirs qui interdisent l'importation de denrées alimentaires d'origine animale issues
d'animaux élevés dans des pays où les antibiotiques sont utilisés comme facteur de croissance. Donc vous voyez, on a une réglementation de la santé animale qui est très structurée et plus qu'en santé humaine, et donc ça a un impact très fort sur l'antibiorésistance parce qu'on a vraiment des lois et des règlements maintenant qui sont en place. Et sur le plan national, bien sûr, on essaye de travailler de façon intersectorielle dans le cadre de ce que Céline Puccini a nommé la feuille de route interministérielle. Et pour le volet vétérinaire, on a les plans éco-antibio, je les ai déjà cités. Il y en a déjà eu 2 jusqu'à la fin de l'année dernière. Le 3e a commencé à la fin de l'année dernière pour les 5 prochaines années. Il s'appelle Eco-Antibio 3. Et les 2 premiers ont eu des résultats extrêmement importants que je ne vais pas rappeler ici. Et donc on s'inscrit dans une continuité parce que les antibiotiques, c'est une politique qu'il faut mener sur le long cours. Et maintenant, l'objectif, c'est maintenant qu'on a atteint des bons résultats, c'est de continuer à avoir des progrès dans les résultats qui restent encore à acquérir, et surtout à maintenir les bons résultats, c'est-à-dire le plateau bas de résistance que l'on a aujourd'hui pour la plupart des antibiotiques dans les filières. Voilà. Merci. Une dernière question pour clore ce chapitre santé humaine, santé animale. Bon, pensez-vous qu'on va arriver à résoudre ce problème et à combattre vraiment ce problème de l'antibiorésistance dans les 2 mondes ? Alors, avant de répondre, je vais peut-être brosser un petit peu ce que vous pouvez faire dans la salle pour lutter contre l'antibiorésistance, parce que je pense qu'on n'y arrivera que si tout le monde se mobilise. Actuellement, c'est encore un sujet un peu niche pour les experts, et puis quand on parle à n'importe qui dans la rue, les gens ne se sentent pas forcément très motivés ou très concernés par le problème et ne voient pas comment agir. Donc je pense que c'est important. Donc comment vous pouvez agir avant de parler de est-ce qu'on peut y arriver à mon avis? Vous pouvez agir en luttant contre les infections, en prévenant les infections, en étant en bonne santé, donc en faisant de l'exercice, etc., en vérifiant que vos vaccinations sont à jour et celles de votre entourage et en appliquant les mesures universelles d'hygiène. Ça, c'est hyper important. Et ça, vous pouvez le faire au quotidien. Et également sur le volet usage des antibiotiques, en respectant la prescription de votre professionnel de santé, en ramenant les antibiotiques restants à la pharmacie et en ne faisant pas d'automédication, et en vous informant sur les infections, les antibiotiques et l'antibiorésistance. Et ça, il y a un site sur santé.fr qui s'appelle Antibiomalin, qui est la ressource vraiment clé que vous pouvez utiliser pour vous informer. Ça vous permettra de discuter avec votre professionnel de santé. Par exemple, quand on a une angine, il y a un test qui existe qui permet de savoir si c'est bactérien ou si c'est viral, et c'est viral dans 90% des cas. Donc on peut éviter des antibiotiques dans 90% des cas, test qu'on peut faire chez le médecin ou chez le pharmacien. Et ça, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas en discuter avec votre prescripteur si par hasard il oublie de vous le proposer. Et ça vous permet également de demander à votre médecin si vous prescrit un antibiotique, est-ce que vous en avez vraiment besoin, de discuter avec lui. Ou alors, quand il vous dit qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques, de ne pas lui en demander un parce que vous devez retourner au travail le lendemain. Donc d'être informé, ça permet d'avoir une discussion plus fructueuse avec le professionnel de santé. Donc après, une fois que j'ai dit tout ça, ce que vous pouvez faire, et je pense que c'est clé, est-ce qu'on peut y arriver ? Je pense que oui. Moi, ça fait plus de 20 ans que je bosse sur le sujet et je l'aurais abandonné si je pensais que c'était une cause perdue. J'ai autre chose à faire de mes journées. Donc je pense qu'on peut y arriver. Je pense que c'est un problème compliqué. Vous avez vu, il y a plein de facteurs. Il faut travailler en une seule santé. Mais si chacun met la main à la pâte, on peut réellement y arriver. Il faut juste appuyer sur l'accélérateur parce que plus on attend, plus l'antibiorésistance augmente. Mais les efforts qu'on a fait en France dans les 20 dernières années ou que d'autres pays ont fait montrent qu'on peut y arriver. Mais par contre, on n'y arrivera que si tout le monde se mobilise. Actuellement, il y a trop peu de gens qui s'y intéressent et on a du mal à convaincre, quand je parle aux associations d'usagers par exemple, on a du mal à les convaincre qu'ils ont vraiment un rôle à jouer au quotidien. Et ça, je pense que tant qu'on ne changera pas ça, c'est un peu comme pour le réchauffement climatique, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'il faut aussi s'inspirer de ce que font les collègues vétérinaires. Eux, en fait, ils sont vraiment dans le bien-être, la parcimonie, rester en bonne santé, la prévention. Et je pense qu'il va peut-être falloir changer de paradigme aussi en médecine humaine et trouver une forme d'équilibre avec les bactéries. Donc peut-être un peu réduire les indications d'antibiothérapie en ciblant vraiment les infections les plus sévères pour l'être humain. Ça, c'est peut-être quelque chose à discuter d'un point de vue sociétal. Parce que je pense qu'il faut être dans une optique d'harmonie à trouver avec les bactéries, avec nos microbiotes. On est quelque part un écosystème et on a besoin de notre biodiversité aussi. Et quand on prend un antibiotique, on détruit le microbiote, ce qui n'est pas bon non plus pour notre santé, en plus de faire émerger l'antibiorésistance. Donc il faut trouver une voie du milieu, si je peux dire comme ça, parcimonieuse, qui nous permet de vivre pour les siècles à venir en paix avec les bactéries, en les agressant le moins possible. Merci. Un dernier commentaire, Jaïf ?
Oui, ben, je partage tout ça. La différence, effectivement, un petit peu avec la population humaine, c'est qu'on n'est pas tous éleveurs ici. Donc, on a deux niveaux quand on réfléchit qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on est un individu, on pourrait faire pour soi-même. Et puis, si en plus on a une activité professionnelle, évidemment, on le fait dans le cadre de la conduite qu'on a des animaux. C'est vrai que les vétérinaires sont de plus en plus ont toujours été un peu, je pense, en philosophie, mais ils le sont encore plus maintenant qu'on parle de ces sujets-là, dans la prévention. Il y a des plans de surveillance des élevages où on va voir les élevages et on regarde quelles maladies pourraient survenir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'elles ne surviennent pas, et beaucoup moins en pompiers, en soignants, hein, mais beaucoup plus en prévention. Et oui, moi je suis optimiste aussi. On a un peu l'impression qu'on touche du doigt la chose sans y arriver. C'est un peu frustrant quand même, parce que quand on le voit bien en médecine vétérinaire, quand on lève le pied sur l'usage des antibiotiques, qu'on met de la prévention, ben les bactéries antibiorésistantes, on les voit beaucoup moins. On les voit beaucoup moins, parce qu'elles ont moins d'avantages sélectifs elles ont plus d'avantages sélectifs par rapport aux bactéries sensibles. Donc très clairement, nous on voit dans nos systèmes de surveillance de l'antibiorésistance, de la prévalence des bactéries résistantes dans les élevages et chez les animaux en général, des chiffres qui descendent en parallèle de l'usage. Donc quand on arrête d'exposer les flores aux antibiotiques, ces flores redeviennent sensibles. Voilà. Donc ça, on a l'impression que c'est simple. Ça ne l'est pas pour des questions structurelles d'organisation de société, d'interaction et de façon de s'organiser, mais sur le plan biologique, c'est pas compliqué d'arrêter l'antibiorésistance. Merci. Bon, maintenant, passons au volet industriel, des solutions thérapeutiques, des solutions de diagnostic. Donc, Florence, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la situation en matière de développement de nouveaux antibiotiques pour répondre aux problèmes de l'antibiorésistance et de commencer à aborder justement ces problématiques aussi économiques? Absolument. Donc, pour vous adresser cette question, je vais vous présenter quelques diapos. Donc, peut-être vont-elles apparaître. Voilà la première réponse factuelle avec quelques chiffres que vous voyez sur l'écran juste derrière. Donc vous voyez sur la gauche de cette diapo les années d'introduction des nouvelles classes antibiotiques. Et comme vous l'avez compris à travers la très bonne présentation qu'on vient d'avoir, donc c'est né dans les années 20, 30, 40 avec la pénicilline. Et vous avez vu que ça a contribué beaucoup à l'essor de l'industrie pharmaceutique, le développement d'antibiotiques au début du XXe siècle. Et on voit bien qu'il y a un trou à partir des années 60. Déjà, c'est devenu plus dur de trouver des antibiotiques scientifiquement. Et puis ensuite, le marché progressivement était moins grand parce que les traitements qui étaient là fonctionnaient plutôt bien. Et donc on est face à cette observation qu'il y a eu extrêmement peu de nouvelles classes d'antibiotiques découvertes par l'industrie depuis 40 ans. Et notamment depuis ces 15-20 dernières années, il y a vraiment eu même un retrait total de l'industrie pharmaceutique parce que il y a un certain nombre de morts, on a entendu les chiffres il y a un instant, mais qui sont d'ailleurs au-dessus du VIH, on a bien vu les comparatifs, mais globalement, les infections bactériennes sont traitées et sont le soubassement de la santé humaine, comme on l'a bien entendu tout à l'heure. Donc factuellement, vous voyez quelques chiffres très marquants. En 83, il y avait 3,2 antimicrobiens mis sur le marché entre 83 et 87, et entre 2010 et 2022, il y en a eu 1,3. Donc ça a énormément chuté, et le chiffre qui est très puissant, c'est qu'en dans les années 90, il y avait 18 sociétés pharmaceutiques sur les 50 premières qui travaillaient dans ce domaine, et aujourd'hui, il y en a 2. Donc c'est très, très clair qu'on est sur une perte d'énergie et d'injection d'argent, du coup évidemment, sur la voie de l'innovation pharmaceutique aujourd'hui. Donc qui développe des produits néanmoins toujours aujourd'hui? C'est beaucoup des petites sociétés qui bien souvent naissent de très bonnes idées de chercheurs académiques. On a parlé de l'innovation et Céline l'a mentionné, l'innovation au sens large, c'est de la recherche, et c'est de la recherche qui commence bien souvent dans la recherche publique, avec d'excellentes idées qui viennent de la meilleure compréhension des mécanismes d'action. Et souvent, des petites sociétés naissent, des startups pour développer des idées qui, derrière, sont portées et commercialisées par des plus grands groupes pharmaceutiques. C'est un petit peu le modèle des industries de la biotechnologie aujourd'hui. Et quand on regarde concrètement les produits qui sont actuellement en développement, on a une bonne idée aujourd'hui. L'OMS fait une revue du portefeuille de produits. Plus de 70% des produits en clinique et en préclinique sont développés par des petites sociétés. Alors qu'est-ce que c'est ces produits et quelles sont ces sociétés? Alors déjà, une première remarque que l'on observe quand on regarde la recherche, c'est qu'il n'y a pas que des antibiotiques. Il y a aussi des stratégies différentes. On en reparle un petit peu plus tard.
On a parlé de la prévention, on a parlé du diagnostic. En traitement, on n'a pas que purement des petites molécules antibiotiques comme on a fait dans le passé. On a des phages, on a des anticorps, on a d'autres approches thérapeutiques qui touchent à la prévention, qui sont en recherche aujourd'hui, qui correspondent à notre besoin médical. Malheureusement, effectivement, les PME, pour les porter, vous l'avez compris, vous voyez le logo là, de l'association des biotech européennes, l'Alliance BIM, on a fait une enquête auprès de nos membres, et à peu près 70 entreprises en Europe uniquement, et il y a 60% des entreprises qui ont 1 an de visibilité financière, qui ne peuvent payer leur salaire que pour l'année à venir, et même 54 qui ont moins de 9 employés. C'est vraiment des toutes petites sociétés qui développent ces produits. Quand vous voyez la puissance de frappe en oncologie, par exemple, sur la planète pour découvrir des nouveaux traitements, c'est incroyable. Parce que récemment, j'entendais qu'il y a en gros 22 nouveaux produits testés en clinique aujourd'hui. Il y en a des milliers en oncologie aujourd'hui, fait par des grands groupes pharma qui ont des dizaines de milliers, centaines de milliers de salariés. Donc on est sur un univers vraiment extrêmement sensible, extrêmement fragile autour de l'innovation d'antibiotiques. Alors pourquoi ça n'intéresse pas grand monde, et notamment les grands groupes s'en sont dégagés. Donc c'est effectivement en majeure partie un problème économique. L'innovation pharmaceutique est essentiellement portée par des initiatives privées, dont la rentabilité est l'essentiel de l'essence de la valeur, de la création de valeur de nos sociétés privées. Et donc, quand on développe un produit, l'objectif, c'est de le rentabiliser. Évidemment, on est ici dans des journées de l'économie, donc c'est la base. Donc, regardez un petit peu l'équation, qui est l'équation actuelle de l'innovation antibiotique. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est le coût que représente le développement d'un produit. Donc, je pense que Pierre Dubois en parlera aussi. C'est l'équation qu'on connaît bien. Donc, quand on regarde les coûts en termes de cash, vraiment, qu'on utilise sur 10 à 15 ans, c'est environ 500 millions de dollars. Désolé, c'est des éléments en dollars. Et quand on ajuste ce montant au risque, parce qu'on a des taux d'échec très élevés dans l'industrie pharmaceutique, un produit qui va rentrer en phase 1, la première étude clinique, n'a que 7 à 10% de chances de succès d'arriver au bout. Donc on a des taux d'échec très importants. On ne peut pas prédire tout ce qui peut se passer en termes d'efficacité et de sécurité chez l'homme. Et donc ça représente un coût ajusté au risque de 1,7 milliard de dollars. Et donc quand on ajuste cet investissement en termes par rapport au coût du capital et d'essayer de projeter quel serait le revenu qui rentabiliserait l'investissement, on attendrait un revenu de 2 à 4 milliards de dollars sur la vie d'exploitation du produit. La vie d'exploitation d'un produit pharmaceutique, c'est la durée de son brevet. Comme vous le savez, dès que le brevet tombe, on a des génériques qui arrivent et on perd beaucoup en rentabilité du projet. Donc ça, c'est le chiffre attendu. Ces chiffres sont très habituels dans l'industrie pharmaceutique. C'est pas du tout spécifique à l'innovation antibiotique. C'est le chiffre du revenu nécessaire par rapport à l'investissement. Ça coûte pas moins cher de développer des nouveaux antibiotiques que de développer des nouveaux anticancéreux. C'est des nouveaux produits. Il faut faire exactement les mêmes types d'approches de développement clinique et ça coûte extrêmement cher. Le revenu observé dans les nouveaux antibiotiques mis sur le marché depuis 15 ans, dans le monde, sur la durée de vie de l'antibiotique, donc c'est vraiment très significatif, c'est sur les 8 ans, on a 8 ans de commercialisation, on a 20 ans de brevets, mais vu qu'on met du temps à les développer, on a en général en moyenne que 8 ans d'exploitation propriétaire. Vous voyez le chiffre, 240 millions. Donc on est 10 fois inférieur à la rentabilité attendue. Donc ce problème économique justifie le retrait de très grand nombre de grands groupes pharmaceutiques du domaine. Et les petites sociétés qui sont là sont portées par un optimisme face aux besoins médicaux, pas forcément par un pragmatisme économique. Merci. Et sinon, de matière scientifique, quelles sont les innovations prometteuses dans le domaine de l'antibiorésistance à court et moyen terme ? Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'OMS d'ailleurs, depuis maintenant, ça fait la deuxième fois qu'ils le font, ils font un peu un audit de tous les produits en développement, que ce soit en clinique ou en préclinique dans le monde, beaucoup portés par les Américains, les Européens sont en deuxième, un petit peu en Corée et au Japon également, et en Chine maintenant, un petit peu, ça commence à venir, l'innovation. Malheureusement, très très faible en termes de volume. Donc déjà, il faut bien séparer tout ce qui est innovation dans le monde pharmaceutique, l'innovation qui est sur les aspects prévention, sur les aspects traitement. Il y a vraiment ces deux axes thérapeutiques. Et puis Isabelle prendra le relais sur une autre part d'innovation industrielle essentielle et associée, qui est le diagnostic. Tout ça va relativement avec, mais ça corrèle très bien avec le discours qu'on vient d'avoir sur quoi faire,
diagnostiquer, prévenir et traiter. Sous l'angle de la prévention, il y a pas mal de très bonnes idées. Il y a quelques produits en clinique, mais pas très nombreux. Il y a évidemment la stratégie vaccinale, quand même quelques acteurs du vaccin qui se positionnent sur le besoin médical de l'antibiorésistance. Et puis il y a des approches nouvelles d'anticorps monoclonaux qui sont en développement. On fait face à des difficultés d'exécution clinique. Il faut beaucoup de patients pour montrer qu'une stratégie préventive fonctionne. Pour donner l'exemple que vous connaissez bien, Moderna et BioNTech, avant que le Covid nous envahisse, ils étaient un peu embêtés pour démontrer l'efficacité de leurs approches parce que ça nécessitait des centaines de milliers de patients pour montrer que ça marchait. Et c'était un peu une aubaine pour nous et pour eux, très win-win, qu'on soit très nombreux à être touchés par ce virus parce qu'ils ont pu ainsi faire des études cliniques avec beaucoup de patients. Quand on est sur l'antibiorésistance, c'est un phénomène qui augmente, mais avec des patients relativement rares. Donc démontrer une stratégie préventive, c'est pas évident. Les stratégies de traitement, malheureusement, donc je crois que c'est sur cette stratégie-là qu'il y a 20 études cliniques actuellement en phase 2, en phase 3, qui développent des nouveaux produits. Donc il y a encore des petites molécules. Malheureusement, ces petites molécules, pour la plupart, sinon quasiment toutes, je crois que j'en pense à 2 seulement, qui sont sur des nouveaux modes d'action. Toutes les autres sont sur la base de même classe d'antibiotiques que celles qui existent déjà. Ou même si on associe d'autres traitements, qui sont par exemple les bêta-lactames associés aux inhibiteurs de bêta-lactamase, où on va essayer de lutter contre la résistance, donc qui vont quand même satisfaire aux besoins médicaux, c'est quand même les mêmes classes et on risque quand même d'entretenir ces phénomènes de résistance. Idéalement, on arriverait à arriver avec de nouvelles classes qui permettent d'adresser le développement de la résistance. Et ça, il n'y en a pas. Et sur certains pathogènes vraiment à risque, comme Klebsiella ou Pseudomonas, qui sont identifiés par l'OMS comme étant des pathogènes vraiment... des bad bugs, comme on les appelle un peu vulgairement, il y a vraiment rien dans le portefeuille qui correspond à des nouvelles classes. Donc pour terminer, je ne veux pas clôturer cette partie-là du traitement sans parler des approches nouvelles que sont les phages, qui sont actuellement en développement clinique pour les plus avancés de phase 2. Donc on attend beaucoup de ces résultats de phase 2. Il y a une société ici à Lyon qui s'appelle Faxiam qui travaille sur ces approches. Et on attend beaucoup des résultats des phages. Les phages, c'est utilisé en Russie depuis très longtemps, mais sans avoir de preuves statistiques de l'efficacité. Donc là, les études qui sont conduites aux États-Unis et en Europe sont bien construites. Et on attend de voir si les stratégies différentes, donc je ne vais pas aller dans les détails de la biologie derrière ce mot, mais en l'occurrence, c'est des approches différentes. Ce ne sont pas des petites molécules, c'est une autre façon d'adresser la problématique. Donc voilà, quelques molécules. En préclinique, il y a beaucoup plus de choses qu'en clinique. Mais à nouveau, est-ce qu'on va avoir l'argent pour l'amener en clinique? C'est vraiment la question. Mais on a des idées. Il y a des bonnes idées dans la recherche académique, il y a des bonnes idées dans les sociétés. Aujourd'hui, le pipeline reste beaucoup trop faible. Et suivons donc quand même les nouvelles classes et les phages qui sont en phase 2, phase 3 aujourd'hui. Merci Florence. Passons maintenant au diagnostic. Quand on parle de diagnostic en lien avec l'antibiorésistance, de quoi parle-t-on? On parle de tests qui sont faits en général dans un laboratoire d'analyse qui peuvent être situés dans un hôpital ou bien dans un laboratoire de ville. On parle aussi de tests qui peuvent être faits lors d'une consultation médicale chez un médecin ou encore de tests qui peuvent être faits maintenant en pharmacie. C'est les tests d'orientation diagnostique qu'on appelle TROD. Et ces tests, en fait, ils servent à répondre aux questions que se pose un médecin. Est-ce que le patient que j'ai devant moi a besoin ou pas d'un antibiotique? Est-ce qu'il est infecté par une bactérie ou quelle est la nature de l'agent pathogène qui l'infecte? Et quel est finalement le profil de résistance ou la susceptibilité de ce germe qui infecte mon patient à un antibiotique? Donc en fait, on va commencer par adresser la question médicale. Est-ce que c'est bactérien ou est-ce que c'est viral? Et si c'est viral, Céline Pulcini l'a dit, on ne donne pas d'antibiotiques. On va éviter d'utiliser un antibiotique. De la même façon, le test antibiotique va donc permettre d'utiliser à bon escient un antibiotique et va éviter les effets secondaires. On va éviter la surconsommation d'antibiotiques, notamment à spectre large. La deuxième question qui va être adressée, c'est si mon patient a besoin d'un antibiotique, quel est l'antibiotique qui sera le plus efficace pour mon patient? Donc un test diagnostique va apporter une réponse précise, souvent précoce, parfois pas assez rapide, mais en tout cas une réponse pour qu'on puisse adapter un traitement à l'état de santé du patient. Et puis la troisième couche,
eh bien, c'est de pouvoir suivre l'évolution, l'état de santé du patient et de pouvoir arrêter une antibiothérapie au bon moment et en toute sécurité. Donc en fait, un test de diagnostic permet la bonne prescription, la bonne utilisation d'un antibiotique. Et puis la chose aussi importante, c'est que les résultats des tests de diagnostic, quand on les collecte et qu'on les consolide, permettent de faire de la surveillance de l'antibiorésistance et de comprendre quelles sont les résistantes les plus prévalentes ou celles sur lesquelles on a réussi à avoir des actions. Donc globalement, comment peut-on résumer l'impact du diagnostic ? En fait, c'est à 2 niveaux. Il y a un impact individuel, on va améliorer la prise en charge du patient. Et puis, il y a un impact collectif, on va pouvoir suivre la surveillance de l'antibiorésistance. Et donc, quel est le rôle des industries du diagnostic in vitro dans la lutte contre l'antibiorésistance aujourd'hui ? Alors, d'abord, un industriel du diagnostic in vitro, c'est le secteur industriel qui est en charge de développer, produire, commercialiser des systèmes de diagnostic in vitro, c'est-à-dire à la fois l'équipement du laboratoire, mais aussi les réactifs, les consommables, les services et les logiciels qui accompagnent l'utilisation d'une plateforme qui permet de rendre un résultat. Et on l'a dit en introduction, l'antibiorésistance évolue, l'antibiorésistance s'intensifie. Donc en fait, le rôle d'un industriel du diagnostic in vitro, ça va être d'une part, commercialiser ces tests et maintenir l'arsenal diagnostique existant sur le marché, et ça à une échelle mondiale, mais aussi de développer de nouveaux tests de diagnostic qui soient toujours plus rapides, plus précoces, plus précis pour une prise en charge optimisée des patients. Mais face à ça, et c'est encore les journées de l'économie, donc il faut insister sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. On est dans un métier réglementé. Pour pouvoir commercialiser un test, il faut qu'il soit autorisé à la commercialisation. Il faut aussi qu'il y ait un remboursement pour que ce test, en fait, puisse être prescrit par les médecins. Et ces processus-là sont longs, sont coûteux, ça freine les initiatives dans ce domaine. Ça n'encourage pas un industriel à innover. La deuxième chose, c'est que les remboursements sont faits à l'acte. On ne rembourse pas un test de diagnostic, mais on va rembourser un acte global de prise en charge. Et toute cette valeur que nous apportons, c'est-à-dire un diagnostic plus précis, plus précoce, plus rapide, plus ciblé, n'est pas reconnue dans la valeur de l'acte. Donc en fait, il n'y a pas d'incitation à innover et à améliorer sans arrêt les tests d'antibiorésistance. Et puis la troisième chose, c'est que les systèmes de santé, on le voit tous, on le vit tous en ce moment, sont à bout de souffle. Et un test de diagnostic, si on dit maintenant on va utiliser un test de diagnostic en plus de la prescription d'un antibiotique, on va considérer souvent, ou les systèmes de santé vont considérer souvent comme le test de diagnostic comme un coût additionnel et non pas dans cette dimension santé publique comme un investissement pour préserver l'arsenal thérapeutique existant et la santé de la population. Et quel est l'ordre de grandeur d'un prix, d'un remboursement d'un test de diagnostic en association avec l'antibiorésistance ? Alors, en fait, c'est très varié en fonction de la technologie qui est embarquée et de la question médicale qu'on adresse, mais on va commencer à quelques dizaines d'euros, voire moins, et on va jusqu'à quelques centaines d'euros. Donc là aussi, ça n'a rien à voir avec le prix d'un traitement, d'un test en oncologie. Et pourtant, ça apporte une réponse qui permet une prise en charge améliorée, optimisée d'un patient. Merci Isabelle. On va passer maintenant la parole à Pierre Dubois pour vraiment développer cette partie économique. Et la première question, elle est relative à la défaillance de marché. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme, Pierre ? Oui, alors, ce qu'on appelle défaillance de marché, le problème suivant. Parce qu'en général, le marché, ce qu'on appelle le marché, c'est le fait que les industries privées vont avoir les bonnes incitations pour développer ce dont on a besoin.
Et dans la plupart des domaines, ça marche. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu beaucoup d'innovations dans le cas du cancer? Parce que depuis les années 60, on voyait le nombre de cancers qui augmentait. Les modèles épidémiologiques voyaient que les besoins allaient croître. Et donc, les chercheurs, les entreprises privées qui sont dans le domaine des biotech et de la pharmacie ont décidé d'investir dans ce domaine parce qu'elles savaient qu'il y aurait des besoins. Donc là, c'est une réponse du marché aux besoins anticipés. Et là, on est dans un cas où on va dire qu'il n'y a pas de défaillance du marché, c'est-à-dire que le marché va développer ce dont la société a besoin et va le développer de façon adéquate. Dans le cas des antibiotiques, de la résistance, en fait, le problème, c'est que les besoins sont là. Il y a des évaluations sur le nombre de morts actuels qui ne sont pas si faciles que ça à compter, hein, parce que quand vous mourrez parce que d'une bactérie multirésistante, souvent vous avez d'autres pathologies, donc c'est compliqué, mais il y a quand même des évaluations. Il y a des projections qui montrent que le coût en termes de vie humaine, en termes économiques de l'évolution de l'antibiorésistance, va être énorme. Il y a un rapport de l'OCDE qui le démontre. Et donc le besoin social est là, le besoin pour la société est là. Et donc on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du coup un investissement privé adéquat avec le système de brevets qui est censé être là pour rémunérer les innovateurs. On devrait observer ces investissements privés qui répondent à cette demande. Et ce n'est pas ce qu'on observe, en fait. Et donc, comme on le disait précédemment, hein, on voit le nombre d'innovations dans le cas de l'antibiorésistance qui a énormément baissé. Il n'y a plus de nouvelles classes d'antibiotiques. Et ça vient du fait que en fait, ce n'est pas un domaine qui est rentable, malgré le fait qu'on ait besoin. Alors là, maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas rentable alors qu'on en a besoin? Alors, ce n'est pas rentable parce qu'il y a pas mal de raisons, mais... En gros, pour que ça soit rentable, ça veut dire qu'il faut que les revenus mondiaux de celui qui va innover dans ce domaine-là soient très importants pour justifier les investissements de quelques milliards de dollars dont parlait Florence tout à l'heure. Et ce n'est pas le cas actuellement. Les revenus d'un antibiotique sont très très faibles. Ils sont faibles pour deux raisons. Soit parce que les prix sont très faibles, et c'est des antibiotiques qu'on utilise énormément mais qui sont très très faibles, dont les prix sont très faibles. Soit parce que les quantités sont très faibles, même si les prix sont un peu plus élevés. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas les deux, en fait, hein? Dans le cas du cancer, on a les deux. On a des anticancéreux qu'on n'utilise pas en si grande quantité que ça, mais qui sont parfois à prix très 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 élevé, et d'autres qui sont à prix élevé à grande quantité, et on n'a pas cette défaillance de marché. Dans le cas des antibiotiques, on a cette défaillance. Alors, vous avez deux incitations contraires. Vous n'avez pas envie d'utiliser trop d'antibiotiques, parce que ça crée des résistances, comme on l'a expliqué, donc vous avez envie de faire plutôt de la prévention, parce que là on sait que la prévention ça marche. Donc on va avoir des politiques en santé humaine et animale qui vont inciter à ne pas utiliser d'antibiotiques. Donc ça veut dire que les quantités vont être faibles. On pourrait dire, dans ce cas-là, on pourrait avoir des prix très élevés, puisqu'on arrive à contenir l'utilisation. Mais malheureusement, dès que vous avez des prix très élevés, vous avez des incitations un peu perverses, hein, à la fois des industriels et des prescripteurs, à surprescrire parce que c'est rentable, justement. Et donc la plupart des assureurs, que ce soit privés ou publics, ne veulent pas des prix d'antibiotiques très élevés, parce qu'ils ont trop peur de ce risque de surconsommation qui est réel. Hein. En France, on le disait tout à l'heure, hein, on consomme 3 fois plus qu'en Europe du Nord, donc c'est vrai, la surconsommation existe. Donc on n'a pas des prix très élevés. Du coup, c'est pas un domaine très rentable, on n'a plus d'innovation, on n'a plus d'investissement dans ce domaine-là. Alors on pourrait se dire, on va se reposer sur la prévention, mais la prévention, ça peut marcher, mais il faut que tout le monde la fasse, tous les pays du monde, et c'est pas du tout évident qu'on y arrive, donc il faut progresser sur les deux fronts pour arriver à résoudre ce problème. Alors en attendant, il y a des politiques qui ont été imaginées pour essayer de contourner cette défaillance de marché, pour dire comment est-ce qu'on va faire pour que ça soit rentable, qu'on investisse dans ces domaines-là. Ça a déjà été fait dans le passé, hein, ça a été fait dans le cas des vaccins contre certaines maladies des pays en développement, dans les traitements contre le sida, qui touchaient beaucoup de monde, mais dans des pays à faible revenu, où donc c'était pas très rentable. Et donc on a eu des mécanismes, des organisations internationales qui ont développé des mécanismes pour dire, voilà, on s'engage à ce que les innovateurs, ceux qui vont fournir des traitements antiviraux contre le VIH, ils auront un revenu suffisant. Et ça a marché.
on a eu les innovations. Et donc dans le cas de l'antibiorésistance, il faut qu'on imagine des nouveaux mécanismes un peu du même genre. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Il y a aussi, comme dans le cas du VIH, il y a un problème de coordination internationale. Alors dans le cas du VIH, on a eu un petit peu la chance qu'il y ait des fondations, la fondation Gates et d'autres, qui ont investi énormément d'argent pour stimuler ces investissements. Et ça, on ne l'a pas encore pour l'instant dans le cas de l'antibiorésistance. Ça commence un petit peu à être imaginé. Il y a des gens qui poussent dans cette direction, mais on n'a pas encore ça. Et donc, il faut essayer d'imaginer d'autres mécanismes de marché. Alors, il y a plusieurs classes de mécanismes. Il y a le mécanisme qui va lier l'utilisation d'un antibiotique avec un test. Et effectivement, l'utilisation des tests est très importante parce qu'elle permet d'éviter les consommations d'antibiotiques qui ne sont pas nécessaires. Et si une réglementation vous oblige à utiliser un test quand vous allez utiliser un antibiotique, c'est beaucoup plus facile dans ce cas-là de rémunérer à la fois le test et l'antibiotique à un prix plus élevé et de rendre le marché plus rentable. Parce que voilà, il y a une raison médicale à utiliser l'antibiotique et c'est plus suivant le bon vouloir du patient qui insiste auprès de son médecin ou du médecin qui n'a aucun intérêt personnel à ne pas prescrire et qui va essayer simplement de répondre à la demande du patient qui veut son antibiotique et donc qui va surprescrire. Donc il y a une première solution, c'est de lier les tests à l'usage des antibiotiques. C'est ce qui est fait mécaniquement dans le cas du cancer, en fait, sans que ça soit imposé par la réglementation, mais dans le cas du cancer, personne ne va prescrire un anticancéreux qui est très toxique, qui a plein d'effets secondaires, à quelqu'un qui n'est pas été identifié comme ayant la tumeur avec le biomarqueur qui correspond, etc. Dans le cas de l'antibiotique, vous n'avez pas d'effets secondaires très graves à court terme, et donc c'est pas très grave si vous consommez un antibiotique alors que vous n'en avez pas besoin. Donc il faut développer cette idée qu'on n'utilise pas d'antibiotiques si on n'en a pas besoin, et par contre on peut utiliser d'antibiotiques éventuellement à un prix très élevé, mais pour ça il faut qu'il y ait des technologies de diagnostic. Comme on le disait tout à l'heure, dans le cas des angines, ça existe. Donc dans le cas des angines en France, vous n'avez aucune raison de prendre un antibiotique sans faire un test. Les tests sont disponibles en pharmacie, sont très rapides, le pharmacien est rémunéré pour ça. Ça devrait être quelque chose d'automatique. Lorsqu'il y avait une campagne il y a quelques années, c'était les antibiotiques, c'est pas automatique. Maintenant, on devrait dire les tests rapides dans le cas des angines, ça devrait être automatique. Voilà. Donc ça, c'est un réflexe qu'il faut que les gens adoptent. En France, on a la chance que c'est couvert par notre assurance maladie, donc c'est même pas une question qui va créer des inégalités entre personnes qui ont des revenus différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait rentrer dans les mœurs et c'est une première piste. La deuxième piste, c'est de trouver d'autres moyens de rémunérer l'antibiotique et de faire en sorte que... Et ça, c'est important, pas simplement pour l'innovation, mais aussi pour les vieux antibiotiques. Comme le disait Céline Pulcini plus tôt, il y a des antibiotiques qui sont là depuis des années, qui sont génériqués, qui marchent, mais qu'on n'utilise plus parce qu'ils sont plus disponibles et du coup, on perd l'habitude de les utiliser. Et pourquoi est-ce qu'ils sont plus disponibles? Parce qu'en fait, les prix de ces antibiotiques sont très, très, très faibles. Ils ont eu tendance à baisser au cours du temps. Pourquoi? Parce que tout le monde a intérêt à ce que ces prix baissent. Si vous ne pensez pas à la disponibilité future, au fait qu'en baissant les prix, ça risque dans le futur d'induire des pénuries, d'induire le fait que certains producteurs vont sortir du marché, vous n'avez aucun intérêt à payer un prix très élevé. Vous avez intérêt, au contraire, comme le fait actuellement le Comité économique des produits de santé en France, qui négocie pour nous, assurer pour la sécurité sociale, le prix des médicaments. Eux, ils ont intérêt, et nous aussi, on a intérêt à payer le moins cher possible, parce qu'on n'a pas envie de dépenser trop d'argent pour notre santé. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir à long terme à la disponibilité de ces antibiotiques. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Parce que ce n'est pas un problème purement français, c'est un problème mondial. Il y a des modèles économiques qui commencent à être introduits. Certains pays européens commencent à introduire ça. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Suède, où on va dire, pour ces antibiotiques qui sont très anciens et qui sont devenus pas très rentables parce que leur prix est très très faible, on va garantir un certain revenu minimum aux producteurs pour qu'ils garantissent la disponibilité de ce médicament, quelle que soit la quantité utilisée.
Parce qu'il y a des coûts fixes, il faut maintenir les usines, il faut investir dans la sécurité sanitaire, etc. Et donc ça, c'est une bonne solution. C'est des modèles où, au lieu de rembourser simplement par unité un certain prix, vous allez, au niveau français, au niveau européen, vous allez garantir aux producteurs un certain revenu. Alors évidemment, il faut calibrer ce revenu en fonction des coûts de production, hein, mais un certain revenu fixe qui fait que même si on n'utilise pas beaucoup cet antibiotique ou s'il est très peu rémunéré, l'entreprise va garantir la disponibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore en France, mais qu'il faudrait faire, qui est une première solution, mais ça ne marche pas directement pour l'innovation, en fait. Pour stimuler l'innovation, il faut promettre des revenus beaucoup plus élevés, parce que là, vous n'avez pas besoin de financer l'innovation. Hein, le produit, il existe depuis longtemps, les coûts de développement ont été faits il y a très longtemps, les essais cliniques ont été faits, on connaît l'efficacité du médicament, hein, donc on n'a plus besoin de financer des investissements, on a juste besoin de financer des capacités de production, des usines, avec une certaine sécurité pour qu'on ait ce médicament. Dans le cas de l'innovation, c'est différent parce que c'est extrêmement risqué et ça coûte très très cher ces investissements. Alors après, une fois que l'innovation est là, on sait qu'on va payer ce médicament à un prix sous brevet pendant une certaine durée, mais ensuite le médicament sera probablement génériqué et très peu cher. Alors comment est-ce qu'on fait pour financer ces innovations? Il y a mécanisme des brevets, hein, et il y a d'autres mécanismes dont je vais parler ici. Hein. Dans le mécanisme des brevets, en fait, ça marche bien. Dans le cas du cancer, ça marche très bien, parce que c'est rentable. Ça marche bien quand le marché est rentable. Donc c'est un moyen de rémunérer ces investissements. Une innovation, c'est ce qu'on appelle en économie un bien public. Donc c'est quelque chose qui est facile à répliquer. Si vous n'aviez pas de brevet, il n'y aurait pas d'innovation. Donc il faut cette innovation et des prix élevés pendant la durée du brevet pour financer ces investissements. Dans le cas du cancer, ça marche. Dans le cas de l'antibiorésistance, ça ne marche pas parce qu'on n'arrive pas à garantir des prix très élevés. Donc comment est-ce qu'on fait pour financer ça? Il faut promettre un revenu suffisant, donc quelques milliards, comme disait Florence tout à l'heure. Ça peut être même 3, 4, 5 milliards. Ça peut être très très élevé. Comment est-ce qu'on fait pour financer ça? Alors, il y a plusieurs mécanismes. Certains en Europe proposent un mécanisme qui est un mécanisme où chaque pays va financer une partie de ces quelques milliards. Et donc, ça veut dire que ça va être vos impôts qui vont financer ça. Alors, le problème de ce type de mécanisme, c'est que c'est un peu comme pour le changement climatique. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur quelle est la part qu'il veut bien payer sur ces quelques milliards. Et ça, évidemment, chaque pays a intérêt à essayer de minimiser son besoin ou son envie d'investir dans une innovation pour faire des économies de finances publiques. On sait que tous les pays européens sont dans des problèmes de finances publiques, donc évidemment, on n'a pas envie de payer des investissements. En plus, ce sont des investissements pour le futur, donc ce n'est pas des choses forcément extrêmement urgentes, donc c'est très compliqué de faire en sorte que les pays s'engagent à financer ces prix fixes. Hein. Et donc il y a d'autres mécanismes. Et alors, récemment, au niveau européen, le Parlement a voté dans le nouveau paquet pharmaceutique diverses lois qui ne sont pas appliquées, hein, qui devront être. Il faut que les États membres soient d'accord pour les appliquer, mais il y a des nouvelles propositions qui permettraient de financer ces investissements dans le cas de l'antibiorésistance avec un autre mécanisme. C'est ce qu'on appelle les bons d'exclusivité transférables. Alors c'est quelque chose qui est proposé au niveau européen. Les pays européens, au niveau du Parlement, se sont mis d'accord, ça a été voté. Il faut ensuite que tous les pays des États membres se mettent d'accord pour le faire. C'est quelque chose qui a été proposé aux États-Unis il y a plus de 10 ans ou 15 ans, mais qui n'a jamais été appliqué. C'est un mécanisme très innovant qu'on pourrait appliquer en Europe grâce à l'Agence européenne du médicament. Donc ça évite ce problème de coordination entre pays sur combien est-ce qu'on est prêt à payer, qui consiste en mécanisme suivant. Vous avez une entreprise innovante, une biotech, qui sait qu'elle va, si elle innove, elle aura droit à ce qu'on appelle un bon d'exclusivité transférable. Ce bon d'exclusivité transférable, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet d'étendre la durée de votre brevet, ou en tout cas la durée d'exclusivité de votre commercialisation pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Et cette période-là, dans le cas de l'antibiorésistance, elle n'est pas très rentable.
parce que vous avez déjà la durée du brevet pour ça, et déjà ça c'est 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça dépend du temps que vous avez mis à développer votre produit, mais déjà ça c'est pas rentable. Rajouter quelques mois, c'est pas extrêmement important, c'est pas suffisant, mais le fait que ce bon soit transférable, ça le rend très rentable. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il soit transférable? Ça veut dire que si j'innove dans un domaine contre une bactérie super résistante définie par l'OMS, cette innovation ne va pas être utilisée très souvent, ne va pas être vendue à un prix très élevé. Ce n'est pas ça qui va me rapporter beaucoup d'argent. Par contre, je vais obtenir un droit d'extension d'exclusivité de 6 mois, disons, que je vais pouvoir vendre. Si je vends ce droit, je vais par exemple aller voir Sanofi, je vais leur dire vous avez tel médicament sous brevet, le brevet va expirer dans 2 ans, vous allez perdre évidemment beaucoup de revenus au moment où le brevet va expirer, vous pourriez avoir 6 mois de plus grâce à mon extension d'exclusivité, combien vous êtes prêt à payer pour cette extension? Et ça peut valoir des centaines de millions, voire quelques milliards au niveau mondial, au niveau européen en tout cas. Donc ça c'est le mécanisme qui a été proposé. Alors on pourrait se dire c'est un peu bizarre comme mécanisme, c'est une façon indirecte de financer l'innovation par d'autres dépenses de santé en fait. Et donc on a étudié en tant qu'économiste, on travaille sur ces mécanismes, on a étudié la valeur économique de ce mécanisme d'une certaine manière, et on a essayé de voir dans quel cas ce mécanisme était meilleur qu'un financement par l'impôt. Parce que vous pourriez dire, plutôt que de financer indirectement, on n'a qu'à financer directement. Alors, il y a le premier avantage que je citais tout à l'heure, c'est que ça résout le problème de coordination, au niveau européen en tout cas. Mais il y a un deuxième avantage que je vais vous expliquer par un petit exemple, qui est qu'en fait, vous allez faire supporter une partie du financement par l'industrie elle-même, et par une partie de l'industrie qui n'est pas innovante. Donc en fait, si on vous faisiez supporter une partie du financement par l'industrie qui est innovante, vous pourriez dire c'est pas très malin, on va prendre de l'argent des innovateurs, de certains innovateurs pour le donner à d'autres innovateurs, mais on n'est pas sûr que ça soit mieux d'utiliser cet argent-là dans tel domaine d'innovation plutôt que dans tel autre. Mais en fait, il y a toute une partie de l'argent qui est donné, qu'on paye pour nos médicaments, qui ne finance pas d'innovation en fait. Donc le mécanisme c'est le suivant, vous avez un médicament breveté qui par exemple va être vendu 1 000 €. Okay, on parle d'un médicament, ça peut être un anticancéreux, ça peut être quelque chose qui est assez cher, qui va être utilisé à l'hôpital, mais le coût de production de ce médicament c'est seulement 100 €. Donc ça c'est typiquement le cas d'un médicament très innovant qu'on va utiliser dans certaines pathologies. Et admettons que vous utilisez 100 000 doses par an, par exemple en France. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on va dépenser 100 millions d'euros en termes d'assurance maladie pour financer cette demande de ce médicament qui vaut 1 000 € la dose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui produit ce médicament, qui l'a inventé, il gagne 90 millions d'euros par an. Et ça, ces 90 millions, c'est ce qui lui permet d'avoir son retour sur investissement des quelques milliards qu'il a investis dans la partie de R&D. Okay, donc ça, c'est le mécanisme qui finance l'innovation, qui fait qu'on finance ex post ceux qui ont réussi à innover grâce à ces prix qui sont au-dessus du coût pendant toute la période d'exclusivité, toute la période du brevet. Typiquement, qu'est-ce qui se passe en France quand le brevet expire? Heureusement, les brevets expirent, bien sûr. Il faut que le brevet expire pour qu'ensuite les innovations deviennent plus accessibles et moins chères. Il n'y a aucune raison qu'on paye ad vitam aeternam un prix de médicament très élevé, parce que le coût fixe de R&D, vous ne le payez plus une fois que vous avez innové. Il faut simplement rembourser les investissements. Il n'y a pas besoin de continuer à payer des rentes jusqu'à l'infini. Donc quand les génériques rentrent, en général, les prix baissent beaucoup. En France, typiquement, ils vont baisser de 60%. Okay, et souvent, les génériques obtiennent une large part de marché, mais pas 100%. Vous avez souvent le médicament de marque qui continue à le vendre, mais qui très souvent aligne son prix sur le générique. Parce que sinon, il y a peu de chances qu'il vende beaucoup, ou dans certains cas, il peut continuer à arriver à vendre, mais en général, en France, on arrive à un taux de pénétration de générique assez fort. Donc, admettons, dans mon exemple, ça voudrait dire que le prix du médicament baisse à 400 € au lieu de 1 000 €. Donc, on a économisé 600 € par dose. Et le coût pour l'assurance maladie en France, ça devient 40 millions pour les 100 000 doses. Okay, et au lieu de 100 millions, donc on a fait des économies de 60 millions, ceux qui vendent ces médicaments, le
détenteur du brevet initial va avoir un revenu qui va baisser de 90 à 15 millions et les génériqueurs vont gagner 15 millions. Donc on va avoir un profit pour l'industrie de 30 millions. Alors ce que vous voyez avec cet exemple, c'est que celui qui a inventé le médicament, qui a eu ce brevet, avec la perte de son droit d'exclusivité, il va avoir un revenu annuel qui va passer de 90 à 15 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lui disait vous pouvez avoir 1 an d'exclusivité supplémentaire, il serait prêt à payer jusqu'à 75 millions. Il serait prêt à payer jusqu'à 75 millions, alors que pour la société, si on maintient le brevet ou l'exclusivité 1 an de plus, ça va nous coûter 60 millions de plus, parce qu'on va pas, au lieu de baisser de 100 à 40, on va continuer à payer 100. Donc on va avoir un coût pour la société de 60 millions qui permet de générer un investissement potentiel de 75 millions. Donc c'est un mécanisme en fait qui coûte moins cher aux finances publiques que de financer par l'impôt. C'est-à-dire que vous pourriez dire les 75 millions, j'en ai besoin pour rémunérer un innovateur, je peux obtenir ça par des impôts. Mais en fait, il y a un mécanisme qu'on pourrait implémenter au niveau européen, et c'est ce que la législation européenne a voté, c'est ce que le Parlement européen a voté, pardon. On pourrait avoir un mécanisme qui finalement coûte moins cher. Et alors, c'est quoi le secret? Il n'y a pas de magie, c'est simplement qu'en fait, on retarde l'entrée des génériques, et donc on retarde les bénéfices que les génériqueurs vont pouvoir faire en entrant sur un marché. Et donc, bien sûr, il y a des perdants. Les perdants, c'est les génériqueurs qui rentrent 1 an plus tard. Mais ce n'est pas ceux qui financent l'innovation. Donc, d'un point de vue sociétal, c'est un bon mécanisme. Puis après, peut-être je répondrai aux questions plus tard, mais voilà, où on en est à peu près au niveau des modèles économiques. Oui, et une autre question, parce qu'on parle beaucoup dans ce domaine de mécanismes push, poussé, et de mécanismes pull, tiré. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence oui, alors comme la R&D versus l'accès au marché. Expliquait Florence tout à l'heure dans le mécanisme de R&D. En fait, en pharmacie, vous avez c'est très réglementé. Le développement d'un médicament se fait par phase. Et ces phases commencent par une phase préclinique, puis des phases cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, avec des coûts qui, en gros, augmentent au cours des phases, et de l'incertitude, effectivement, au bout. Alors, il y a des tas de façons de faire que... Qu'est-ce qui fait qu'un investisseur va investir? En fait, il va comparer les bénéfices futurs, donc qui vont arriver au moment de la commercialisation, au coût. Et donc il y a 2 manières d'agir sur l'investissement, sur les décisions d'investissement. C'est soit, par exemple, dans le cas de l'antibiorésistance, on pense qu'il n'y a pas assez d'investissement, parce que l'OCDE montre qu'effectivement, il va y avoir un coût énorme en termes de santé publique. Il y a 2 manières d'agir. C'est une, d'augmenter la rémunération future. Donc c'est ce qu'on appelle les pools. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez votre innovation, ça va être beaucoup plus rentable. Et donc, si on augmente cette rentabilité, ce revenu futur, on va investir plus. L'autre manière, c'est de réduire les coûts. Et donc, par exemple, d'avoir des subventions sur ces coûts, de subventionner des essais cliniques, de subventionner de la recherche, etc. Alors, il y a des tas d'études économiques qui essayent de comparer les 2 mécanismes, en fait. Et en fait, les 2 sont complémentaires. Ils ne sont pas substituts, ils sont complémentaires. Pourquoi est-ce qu'ils sont complémentaires? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de pool, les push, ça ne sert quasiment à rien. Parce qu'en gros, vous allez saupoudrer, vous allez envoyer de l'argent pour réduire... Donc les coûts des essais cliniques vont devenir moins chers. Effectivement, les entreprises vont peut-être en faire, mais leur incitation à réussir vont être très très faibles parce que le revenu à la fin est très faible. Donc c'est ce qu'on appelle un problème d'aléa moral. Si vous donnez beaucoup d'argent pour subventionner les coûts, mais qu'il n'y a pas de revenus futurs, ça ne marche pas. Inversement, si les coûts initiaux sont très très forts et qu'avec certains revenus, vous pouvez avoir des bien meilleurs résultats en subventionnant certains coûts, parce qu'il y a une complémentarité, et cette complémentarité, elle vient du fait que dans les essais très précoces, souvent on fait des investissements de R&D sans trop savoir exactement comment va être l'innovation. On n'est pas encore certain de la cible, on n'est pas encore certain des indications potentielles, du nombre de patients potentiels, de la rentabilité potentielle. Et ça, les investisseurs n'aiment pas, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, une manière de réduire ça, c'est de subventionner les coûts dans les phases très précoces. En fait, c'est ce qu'on appelle l'appropriation de l'innovation. En fait, la recherche fondamentale, c'est très très dur à s'approprier,
Donc si ce n'est pas appropriable, ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir un rendement au moment de la commercialisation. Par contre, quand vous êtes en phase finale, en phase 3, là on sait exactement ce qu'on est en train de chercher, on sait à quoi ça va servir, on est en train de faire des tests, des essais cliniques sur des larges cohortes, et donc là on connaît le degré d'appropriation de l'innovation. Donc le fait que le secteur privé va pouvoir s'approprier les bénéfices de cette innovation. Donc c'est plus facile d'inciter à l'innovation dans les phases tardives par ce qu'on appelle les pools, et dans les phases précoces par des push, et ça veut dire donc en fait que les deux sont... Parce qu'on a une phase finale n'arrivera que s'il y a eu bien sûr des phases précoces, et les phases précoces ne sont utiles que si un jour on utilise cette recherche fondamentale, et donc en fait les deux sont complémentaires. Merci. On arrive au terme de cette table ronde. Alors, j'ai juste une question à ce stade qui a été reçue. C'est peut-être pour vous, Florence. Pourquoi parle-t-on dans les médias de pénurie et de souveraineté industrielle pour les antibiotiques comme la moxicilline ? Quel est le problème ? Alors le problème, il est vraiment multifactoriel. Le premier problème, il est lié à l'augmentation du marché mondial. De plus en plus de pays ont accès, notamment les pays en voie de développement désormais souhaitent se traiter avec tous les traitements qui existent. Donc il y a une pression sur la fabrication liée à l'augmentation sans doute de l'usage du volume global. Et ensuite, on revient sur la problématique économique des centres de fabrication, des usines, qui elles-mêmes sont portées pour la plupart par des entreprises privées, qui cherchent à rentabiliser un maximum leur production. Et dans ce contexte-là, les produits dont on a parlé qui ne sont pas face à cette problématique économique, qui eux sont rentables, permettent de gagner plus d'argent aussi au site de fabrication, ce qui fait que les sites valorisent les productions de thérapies innovantes versus des thérapies moins innovantes, moins rentables, qu'on est du coup face à des choix de diminution des coûts très importante, donc de délocalisation depuis très longtemps des fabrications d'antibiotiques, notamment en Inde, en Chine. Ce sont devenus quasiment les seuls sites de fabrication de principes actifs antibiotiques sur la planète, et aussi de limitation à un site seulement qui va faire le produit. Donc il y a une sorte de dépendance mondiale sur un seul site en Chine, à qui peut arriver n'importe quoi, une pression des marchés. Tout ça fait qu'on est face mondialement à des pénuries. Et où après, nous, la France, on n'est peut-être pas ceux qui payons le plus cher. Les médicaments, on l'a dit tout à l'heure, les antibiotiques, notamment génériques, sont très peu chers. Et donc, c'est pas nous qui bénéficions le plus de ces produits-là. Donc c'est une vraie problématique sur laquelle la France prend les choses en main. Il y a un plan de lutte contre les pénuries, pas que antibiotiques. Il y a 2 classes d'antibiotiques concernées qui est en place pour essayer de garantir des stocks pour qu'on puisse avoir les traitements dont on a besoin pour traiter les patients, et notamment les enfants d'ailleurs au niveau des antibiotiques. Merci. Voilà, on n'a pas reçu d'autres questions. On arrive au terme de cette table ronde. Écoutez, je vais remercier le panel des experts, et puis on est bien sûr à votre disposition si nécessaire pour approfondir certains de ces sujets. Voilà, merci et bonne journée.